Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission qui vous est rendue possible grâce à l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Et comme vous le savez, chaque fois que nous avons cette émission, nous avons un nouvel invité. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle invitée. Elle s'appelle Karine Siewe. Elle est enseignante en Ontario et elle va se présenter. Mais avant d'y parvenir, bien évidemment, moi, c'est Richard Atim Nilade, toujours pour vous servir. Et sans plus tarder, bonjour Karine et bienvenue à cette émission. Bonjour Richard et merci de m'avoir invité. Bonjour chers auditeurs, je suis Karine Siewe. Je suis enseignante depuis 10 ans. J'ai 3 ans d'expérience dans notre beau pays, cher beau pays, le Cameroun. Et au Canada, je suis à 7 ans d'expérience en Ontario et dans un contexte d'immersion, n'est-ce pas? Ça veut dire des enfants qui parlent anglais à la base. Leur première langue, c'est l'anglais et ils veulent apprendre le français. Donc, j'exerce depuis 7 ans. Très important, très important. Ça veut dire que vous êtes vraiment la personne idéale pour une telle émission parce que l'objectif, c'est justement de parler de l'expérience des enseignants francophones en milieu anglophone. Et là, votre profil, mais encore plus votre parcours de carrière au Cameroun, mais aussi au Canada, vous rendent beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, nous parlons justement de comment s'apprêter pour commencer une année scolaire. Et justement, parce que c'est quand même une situation assez délicate, n'est-ce pas, de commencer une année scolaire. Quels sont les éventuels défis auxquels peut être confronté le nouvel enseignant en début d'année? C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis et la seule façon de renverser les défis, c'est bien se préparer. Mhm. C'est possible de très bien faire, mais si on est très bien préparé à l'avance, si on sait à quoi s'attendre, c'est sûr que quand les défis se présenteront, on sera à la hauteur. Donc, il faut être très bien préparé. Et je pense que la préparation mentale commence depuis, je vais dire quoi, juillet, août. C'est une préparation mentale parce qu'on doit pouvoir connaître qu'est-ce qu'on enseigne à la rentrée, quel est le groupe élève qu'on aura. Et mentalement, on peut déjà se mettre des idées de côté, n'est-ce pas, sans rien faire, mais juste savoir, voilà ce que j'aurai, à quoi je m'attends, quelles sont les stratégies que je vais mettre sur pied pour être à la hauteur et pour pouvoir bien faire ma tâche, n'est-ce pas. Donc, on en a beaucoup de défis, comme on parlait. Les défis, par exemple, sont le groupe d'élèves, la connexion avec les élèves, les collègues, l'administration, les familles, l'apprentissage elle-même, l'enseignement aussi que vous donnez, le matériel qu'il faut avoir parce que à la rentrée, quand on commence en septembre, vous devez avoir votre matériel et ce qui va se faire en amont, probablement en juin quand vous finissez l'année scolaire. Là, je parle pour un enseignant qui va à sa 2e année. Mais quand on est nouveau et qu'on prend la classe de cours en septembre, c'est sûr que ça va être très difficile parce que là, on va juste être sous la pression de faire tout en même temps. Mais pour celui qui a fini l'année et qui prépare l'année suivante, il s'y prend en juin, fin juin, avant que l'école ne finisse de réfléchir quel matériel j'aurai besoin, pour quelle matière je vais enseigner, quel groupe élève et vice-versa. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup de défis, mais certainement, il y aurait aussi des moyens de surmonter ces défis. Certainement, oui, j'en ai trouvé. 7 ans plus tard, on s'améliore chaque année, mais pour vous assurer, les premières années, ce n'était pas facile. Et quand on sort de l'école, on a la théorie, mais la pratique, là, elle vaut 100 000 fois la théorie. Donc, c'est avec la main à la pâte que j'ai pu voir les stratégies et voir comment je pouvais mettre des plans pour... Certainement, nos téléspectateurs seront très contents de les écouter, d'écouter ces recettes parce que, ayant connu toute cette panoplie de défis, comment les surmonter serait aussi une bonne solution.
OK. Donc, généralement, en fin juin, si vous avez un conseil, une administration bien organisée, vous aurez déjà la liste de vos élèves. Dans le dernier jour d'école, vous avez la liste de vos élèves pour l'année suivante, pour l'année académique scolaire, qui commence en septembre. Oui. Avec cette liste, on ne vous donne pas que la liste. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous donne la liste et une petite note pour chaque élève. Oui. Donc, vous avez toutes ces informations-là qu'on vous donne. Ça veut dire que vous savez déjà à quoi va ressembler votre classe, n'est-ce pas? C'est possible de, comme je disais tantôt, d'anéantir ça à l'avant. Parce que si je sais que j'ai 5, je vais me focaliser sur ces 5-là. Qu'est-ce que je vais faire pour que ces élèves qui ont des comportements puissent connecter avec moi, connecter avec le groupe classe? Comment je vais m'y prendre? Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu connais quel groupe classe tu aurais. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est comme un esprit classe. Ça veut dire quoi? On n'a pas les mêmes classes chaque année. On peut avoir des frères et sœurs ou des élèves venant de différentes communautés, mais l'esprit classe, là, c'est quelque chose de totalement différent. Ça veut dire que cette année, j'ai mes 20, mais il y a 1 ou 2 qui me changent le climat de la classe et je me retrouve avec une classe totalement différente d'une autre année, dont l'esprit classe. Et c'est après 2 semaines après la rentrée qu'on connaît quel est l'esprit de notre classe. Qu'est-ce qui se passe dans la classe? Quels sont les défis? Qu'est-ce que je vais apporter à cette classe pour que je puisse avoir une bonne année? On sait déjà ça. Très intéressant. Oui, donc comme je parlais tantôt, les remarques négatives, on va me parler des comportements, n'est-ce pas? Et si je sais déjà que j'ai 5 à comportement, bien sûr, je m'accentue sur la gestion de classe. Ça sera ma priorité. Pendant mes 7 années, il y a des années où je me couchais, je dormais. Je ne faisais pas de gestion de classe parce que je n'avais pas besoin. Il y a des groupes où on n'a pas besoin. Mais il y a des groupes où tu vas plus accentuer sur la gestion de classe que l'enseignement même. Donc, l'enseignement viendra après. Parce que si la classe est un désordre total, ça agit toi-même sur ton bien-être, sur ta santé psychique, morale et tout le monde perd à tous les niveaux, les élèves, les enfants, les familles. Donc, si je comprends bien, juste pour rendre la chose beaucoup plus digeste aux futurs enseignants ou aux nouveaux enseignants, c'est que l'un des volets importants de la préparation de la nouvelle année s'oriente au niveau de la gestion de classe. Ça, c'est un des volets les plus importants. Est-ce que je suis bien votre regard? Selon le groupe classe qu'on aura. OK. Donc, et le il y a groupe classe, des classes qui ne posent pas de problème de gestion de classe. En tout cas, on va faire une émission sur la gestion de classe pour en parler davantage. Mais dans tous les cas, c'est déjà très important que vous puissiez relever cela pour apprêter. Et en dehors de ce problème important de gestion de classe, quel autre défi, et justement, vous les avez cités, mais quelle autre recette pourrait appliquer le nouvel enseignant pour les surmonter? OK. Donc, quand on connaît déjà notre groupe classe, que le groupe classe soit un groupe avec des défis, avec des challenges ou un groupe normal, ce qui est rare de nos jours avec la dynamique actuelle de la société, avec tout ce qui se passe, COVID et tout, les enfants changent et ça devient difficile. La première des choses que je fais généralement, les 2 premières semaines de la rentrée, je connecte avec mes élèves. Je cherche une connexion, je cherche un point où on va s'entendre. Je cherche à les connaître. Et comment je connecte? D'abord, les enfants. La première activité que je donne généralement à l'école, c'est qu'on apprend à se connaître. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi aussi, je leur dis ce que j'aime. Avec les amis, chacun parle de ses intérêts personnels, n'est-ce pas? Et puis, on va trouver aussi l'intérêt du groupe. Et aussi, important, je connecte avec les familles à la maison. Par l'enfant. Je saurais qu'est-ce que l'enfant passe par quoi. Est-ce qu'il vit dans une famille monoparentale? Est-ce qu'il vit avec ses 2 parents? Est-ce qu'il a eu quelque chose de terrible qui s'est passé pendant l'été? Est-ce qu'il a un chien? Donc, je saurais pour chaque élève, sans même prendre le temps de poser les questions, je saurais pour chaque élève qu'est-ce qui se passe dans sa famille, dans quel climat est-ce qu'il a des parents qui soutiennent? Est-ce qu'il passe par des difficultés en famille en ce moment? Je saurais ça les 2 premières semaines. Et comment je fais? Comment je fais pour savoir? J'aime beaucoup être exposée à mes élèves.
Ouais. Ça veut dire, on a la structure enseignement où on enseigne en plein groupe, mais le 1 à 1, je vais toujours passer à des pupitres. Oh, bonjour, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé? Oh, et puis l'enfant va sortir. Dès qu'une question que tu as posée à l'enfant, orientée vers ce que tu veux, tu n'as plus besoin de rien dire et l'enfant va te donner. Ils veulent ça. Ils cherchent des oreilles pour les écouter. Parce que parfois, on est dans une société moderne où on n'a que le père et la mère à la maison qui sont super occupés, qui n'ont même pas le temps pour écouter ses enfants. Donc, si toi, l'enseignant, qui est une personne d'influence dans leur vie, tu prêtes attention à eux 1 seconde, je t'assure, à chaque jour, ils viendront te verser. Il faudra maintenant être prêt à pouvoir gérer tous ces flots d'informations. Ouais, j'imagine que souvent, c'est des problèmes assez costauds qu'il faut gérer. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont une oreille, que tu aies cette oreille-là et que l'enseignement vient après que tu aies écouté tous ces besoins, tous ces soucis, tout ça avec quoi ils viennent de la maison, qu'ils puissent déverser avant de commencer avec l'enseignement pour toi qui enseigne et l'apprentissage pour eux qui apprennent. Ah oui, ça c'est très intéressant. Non, mais merci beaucoup, Madame Siewe. Vous êtes en train de nous dérouler une liste de recettes pour confronter, pour surmonter les défis que pose la préparation d'une début d'année scolaire et dans le cas spécifique de l'Ontario. J'aimerais continuer dans la même lancée pour vous demander s'il y a des outils spécifiques en dehors de ces dispositions, on va dire, comme vous l'avez dit, beaucoup plus mentales, psychologiques. Y a-t-il des outils concrets, matériels à tenir pour préparer sa classe ou son année Bien scolaire? sûr, on a beaucoup d'outils, n'est-ce pas, dépendamment du conseil scolaire où vous travaillez. Ceux qui sont dans des conseils francophones ont plus d'outils que nous. Malheureusement, l'immersion est un peu lésée parce qu'on est dans un contexte anglophone et les anglophones ne sont pas toujours très contents parce que là, les parents inscrivent plus d'enfants en immersion qu'en anglais. Oh, Ça là, fait qu'ils sentent quand même leur programme d'anglais menacé. Donc, nous sommes un peu lésés en outils, mais il y en a des outils, par exemple. On a des outils d'évaluation diagnostique qui va toujours se faire en début d'année ou quand l'élève vient dans la classe, tu veux connaître leur niveau. Quel qu'en soit ce qu'on t'a dit avant, il faut que toi-même tu puisses évaluer, être sûr que ce qu'on a dit, on a reporté était vrai. Donc, les outils d'évaluation diagnostique sont disponibles pour tous les niveaux avec des grilles, des rubriques que tu fais et à la fin, tu as au moins le niveau de tous tes élèves, surtout en littératie, avec toutes les composantes de la littératie. Quand tu as ça, tu peux savoir mieux comment aider l'élève après, n'est-ce pas? Donc, on a ces outils-là aussi qui nous aident. Et pour les élèves qui sont sur des plans d'enseignement individualisés, on a des outils aussi. On a des travailleurs sociaux à l'école, parfois, qui peuvent aussi nous supporter. On a des aides dans la classe. J'ai beaucoup vu ça encore dans le programme francophone, mais chez nous, en anglais, en immersion, on dit que si tu vas en immersion, tu ne reçois pas d'aide physique en personne. Ça veut dire que j'ai jamais eu une aide dans la classe. Pourtant, il y a des années où j'avais tellement besoin. On dit, si tu as besoin d'aide, alors va dans le programme anglais. Donc, l'aide physique, pas toujours. À part la travailleuse sociale qui ne va pas être là chaque jour pour toi, qui pourra venir juste de temps en temps. Mais oui, on a des outils. Ça, c'est très intéressant. Et je crois que nos téléspectateurs et nos futurs enseignants ont compris toutes ces recettes que vous avez données. Je vais continuer dans la même lancée. En plus des outils concrets, il y a aussi, en cas d'absence, par exemple, on parle de suppléance, des personnes, cette fois-ci physiques, qui viennent vous remplacer. Quelles sont les meilleures dispositions à prendre pour faciliter une suppléance? OK, j'aimerais d'abord rappeler que pour ceux qui commencent, je conseillerais d'éviter d'être absent les 2 premiers mois. Ça veut dire de septembre en octobre. Si vous n'êtes pas sûr de votre classe et vous n'avez pas encore acquis la confiance, bien bâti votre gestion de classe, limitez les absences parce qu'à chaque fois que vous êtes absent, vous revenez, vous avez l'impression de recommencer le travail que vous aviez déjà fait. Parce que le suppléant vient, les élèves ne vont pas avoir la même dynamique avec lui. N'est-ce pas? Donc, évitons les absences. Mais quand on est absent parce qu'on n'a pas le choix, bien sûr qu'on a un suppléant qui est disponible pour nous. Il faut juste mettre l'absence en avance et on doit faire une bonne planification pour laisser au suppléant. La planification va inclure quoi? Les élèves qui travaillent avec des difficultés, des élèves qui ont des comportements, un plan
un plan, sitting plan, comme je suis en anglais, donc un plan de classe avec les places de chaque élève, n'est-ce pas, où chaque élève est assis, parce que s'ils savent que vous n'êtes pas là, ils peuvent se permuter des places pour déranger. Donc, vous écrivez un tableau avec un plan de classe où chaque élève est assis, n'est-ce pas? Et aussi le dossier médical, parce qu'on a des élèves peut-être qui ont parfois besoin d'un épipène ou alors qui font des allergies et tout. Laissez le dossier médical pour que le suppléant connaisse. Et aussi les tâches dans la classe. Peut-être si tel élève qui s'occupe des présences, l'autre s'occupe des faits. Il faut que le suppléant sache tout ça. Et aussi que le plan soit très bien détaillé et que le travail qu'on laisse, qu'on soit sûr que les élèves peuvent être engagés. Parce qu'il y a des travaux qu'ils vont être plus engagés avec moi parce que je vais être à la tâche, je vais expliquer, je vais être là derrière. Mais le suppléant, parfois, ne va pas faire de leçons. Donc, laisser une tâche facile, amusante, qu'ils peuvent faire et être engagés sans que le suppléant n'ait de se donner trop de fil à retordre. Là, c'est très important de le savoir. Non, mais merci beaucoup pour cela, pour ces dispositions. Et j'apprécie ce que vous dites de savoir qu'il n'est pas conseillé d'être absent, sauf peut-être en cas de force majeure, mais autant que faire se peut, les 2 premiers mois sont fondamentaux pour la saisie, pour la maîtrise de la classe. Et vous l'avez si bien dit. Donc, maintenant, au niveau du premier contact avec les élèves, quels peuvent être les meilleurs moyens? Vous veniez quand même de le présenter de manière globale, comment aborder les élèves, mais de manière pratique, en plus des élèves, aussi les parents. Comment est-ce que, si on peut juste insister davantage pour faciliter à nos téléspectateurs et futurs enseignants les aptitudes, les qualités à aborder, justement, parce que vous avez dit qu'il y a des moments où c'est des élèves qui sont avec des plans individualisés. Donc, comment aborder, surtout en début d'année, quand tout est étrange ou étranger? Donc, c'est très important, comme j'ai dit, de connecter avec les élèves et les familles. Et aussi, une autre chose importante, c'est faire comprendre aux élèves qu'on est devenu une famille et on sera une famille jusqu'à la fin d'année. Une famille, c'est qu'on s'entraide, on se soutient, on s'aime, on est une famille. Généralement, une activité que je fais au début, c'est je fais une activité où je pose des questions aux enfants et ils me disent ce qu'ils aiment. Je mets leurs photos. Et sur le tableau de bord, je colle toutes les photos. La mienne, je la mets au centre et j'écris la famille de Madame Siro. Ils se sentent inclus. On est ensemble. On n'est pas là pour se détester. Même si on a eu des conflits antécédents, on est une famille. On doit s'unir. On va apprendre ensemble et on va réussir ensemble. Donc, installer cet esprit de famille, de groupe-là qui sache qu'on est on est un bloc. Donc, c'est très important. Maintenant, avec les familles, bien sûr, avant la rentrée, je vais communiquer avec les familles, envoyer un courriel, me présenter. Et je suis dans une école où j'ai une réputation déjà, parce que ça fait 7 ans. Les familles me connaissent, parce qu'il y a des familles que j'ai enseigné, j'ai enseigné des aînés et des cadets viennent dans ma classe, tu vois. Donc, ils me connaissent déjà. Tu vois. Mais pour toi qu'on ne te connaît pas, il faut encore faire plus d'efforts pour que le parent ait confiance en toi. Le parent veut savoir qui enseigne son enfant. Est-ce que c'est une bonne enseignante? Est-ce qu'elle a fait ses preuves? Donc, c'est à toi maintenant de les rassurer en allant vers eux. Ne les laisse pas venir vers toi. Donc, communiquer avec eux par un courriel et aussi pendant l'année avec l'agenda. Les enfants ont un agenda. Chaque jour, j'envoie des messages, j'informe les parents sur ce qu'on fait dans la classe, n'est-ce pas? Et aussi important, ne pas juste les informer quand l'enfant a fait une mauvaise chose, n'est-ce pas? Mais toujours les mettre au courant, même quand l'enfant fait bien. Et aussi, si on a du temps, on peut même faire un contact téléphonique, appeler les parents un par un et leur demander, vous connaissez votre enfant mieux que moi, quelles sont les stratégies qui marchent à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que peut-être si je fais, ça va aller? Donc, si tu appelles un parent, tu lui demandes ça, mais il comprend que l'enseignant veut réussir, l'enseignant veut le bien de son enfant. Mais si le parent sait que tu veux le bien de son enfant, pourquoi il ne va pas te faire confiance?
Et la façon dont le parent parle de toi à la maison influence comment l'élève te respecte et comment ta classe... Donc, comme je dis, la gestion de classe, c'est un gros mot, mais il y a tellement de choses qui entrent là-dedans que c'est un peu ça. Merci beaucoup. Non, mais Madame Siebe, vous êtes très intéressante avec tous ces détails. Je voudrais toucher un aspect assez délicat pour les nouveaux enseignants. Vous, de par votre riche expérience, vous pourriez avoir des conseils à donner parce que l'enseignement, c'est aussi un problème culturel. Comment gérer les différents modes d'enseignement pour une personne qui a eu une expérience dans un autre pays, notamment en Afrique, en Asie, où les méthodes d'enseignement ne sont pas forcément les mêmes que celles du Canada. Comment se fait cette transition? Quels sont les risques et quelles sont les attitudes à adopter pour réussir ses premiers pas dans ce noble métier? Très bonne question et j'aime cette question parce que je suis vraiment passée par là. Quand je vois ma première année, les années qui suivaient, il y avait des erreurs que j'avais faites et qui relevaient aussi de mon background, de tout ce que, parce que j'enseignais au Cameroun, mon expérience du Cameroun, je l'ai ramenée. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont aidée, mais il y a des choses que je devais totalement enlever parce que ça ne pouvait pas marcher ici. Nos élèves ici en Occident, en Ontario, sont des élèves beaucoup plus émotionnels. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se fermer et ils vont s'exprimer. Il y a leur bien-être qui vient avant tout, n'est-ce pas? Ils sont totalement émotionnels. Ça veut dire si tu ne te focalises pas d'abord sur ce côté émotionnel et bien-être de l'enfant, comment il se sent, comment il aime apprendre, son bien-être, qu'est-ce qui est en train de nuire à son bien-être? Si tu ne vises pas d'abord beaucoup plus ce côté-là, ils vont te détester. Si tout pour toi, c'est l'apprentissage, les activités, fais tes devoirs, tu es après lui et puis tu laisses l'autre côté-là sans prendre soin, ces élèves vont se mettre à te détester. Et ils vont se dire, tu ne l'aimes pas. Voilà ce que les élèves disent souvent, tu ne l'aimes pas. En général, on sait qu'on n'est pas censé les aimer, on est là pour apprendre. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que tu les aimes. Ils veulent sentir que tu les aimes, que tu veux leur bien-être et que tu te soucies de leurs émotions. Ça veut dire que s'ils pleurent, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu vas vers lui parce qu'il a pleuré. S'il est triste, tu ne peux pas passer inaperçu. Même si c'est lui qui vient de ne pas t'écouter, il tout juste là, il ne t'a pas écouté, alors tu arrêtes et tu lui montres que même si toi, tu ne m'écoutes pas, moi, je t'écoute, je veux ton bien-être, je veux que tu sois bien dans ma classe. Donc, on doit vraiment être très attentif à ces petits détails-là. Je dis bien, l'enseignement va venir après, mais est-ce que nos élèves sont bien? Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre? Est-ce qu'ils s'inquiètent de quelque chose? Il y a des jours, j'ai planifié des leçons, je suis arrivée dans la classe, j'ai laissé tout tomber. Et on n'a presque rien fait dans la journée. Mais à la fin, quand ils sortaient, ils m'ont dit « Merci, madame, on se sent bien. On est mieux que quand on quittait la maison. On n'a pas appris, mais le bien-être, comme je dis tantôt, ça vient avant l'apprentissage ou l'enseignement. » Donc, on doit vraiment prêter attention à tous ces petits détails-là qui ne sont pas autant importants de l'autre côté, n'est-ce pas, où on sait, bon, l'enfant doit venir prêt automatiquement, il doit apprendre automatiquement. Ici, ils sont plus sensibles et nous aussi, on doit devenir sensibles vraiment à tous ces besoins socio-émotionnels. Oui. Merci vraiment. Nous avons beaucoup appris dans ce laps de temps. Nous parvenons malheureusement vers la fin de cette émission. Sinon, peut-être on peut poser une dernière question, si vous le permettez, au niveau des notes. Comment cela se passe aussi, la transition? Parce que, surtout pour une personne qui vient d'un autre système aussi, est-ce que c'est la même chose, les notes qu'on attribue, la façon de faire des observations? Quels sont les premiers défis que doit observer le nouvel enseignant qui se retrouve en Ontario? Très bonne question. Les notes sont totalement différentes, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Et puis la façon d'évaluer est aussi différente. De l'autre côté, on va être papier-crayon. Oui. Ici, non. Là, il y a des enfants qui n'écrivent jamais, mais qui ont une bonne note, qui ont des A, parce que c'est alphabétique, n'est-ce pas, le code qu'on utilise pour noter les élèves. Donc, là, tu vas
voir qu'est-ce que l'élève est capable de faire. C'est pas parce que tu as donné une évaluation de sciences avec 10 questions qu'il n'a rien répondu, qu'il n'est pas capable de faire des choses. Laisse l'évaluation papier, crayon de côté et donne-lui, qu'est-ce que je vais dire, un montage circuit électrique de monter devant toi, il va bien le faire. Ou alors pose-lui des questions sur des choses. Peut-être il ne peut pas tout de suite réfléchir et les écrire, mais tu peux lui faire des observations pendant que tu enseignes en classe. Est-ce qu'il vient avec des idées très intéressantes? Est-ce qu'il participe? Est-ce que quand tu lui fais une interview sur le sujet dont tu es en train d'enseigner, il répond très bien? Est-ce que il fait bien ses devoirs? Donc, il y a beaucoup d'autres critères qu'on regarde pour donner une note finale à l'élève. Ce n'est pas juste le test que tu as donné, il a répondu, tu dis, il a eu un A fini. Non. Donc, c'est aussi large que cela, l'évaluation. Et je pense qu'elle est un peu plus juste de ce côté quand même, parce qu'on prend vraiment, on remet en compte quand même tout le style d'apprentissage de l'enfant, ses intérêts et tout. Donc, tout ça est vraiment inclus dans l'apprentissage. Ça veut dire que l'élève qui ne parle pas va être évalué et va bien faire. Celui qui n'aime pas écrire, qui ne sait même pas écrire, il a de la matière grise dans sa tête. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas écrire qu'il est bête ou qu'il n'est pas un bon élève. Il peut autant mieux te dire des choses que celui qui a écrit. Donc, on tient compte de tout ça et aucun élève vraiment n'est lésé. On va rencontrer chacun avec son style et à la fin, on se retrouve tous et on a la réussite collective parce que tous vont réussir, parce que tous ces enfants ont des choses. Ils sont intelligents à des niveaux différents et dans des sujets différents, mais ils sont des enfants merveilleux, ça c'est sûr. C'est vraiment formidable parce que là, si je comprends bien, contrairement à l'éducation dans des zones où on priorise beaucoup plus la production écrite, le compte rendu, la restitution des connaissances de manière écrite, en Ontario, on prend beaucoup plus en compte tant les rendus en termes d'observation, de communication, mais aussi de la production écrite. Donc, c'est un ensemble global et même comportemental, en fait. Donc, merci pour ces détails. J'allais justement mettre les clés sous l'opération de cette émission, mais je m'aperçois qu'il y avait un petit détail que vous aviez quand même soulevé et qui pourrait être très important pour nos téléspectateurs, qui pourrait rester sur leur faim si je ne la posais pas. Vous avez évoqué un petit problème conflictuel parfois avec la communauté anglophone et surtout pour vous qui êtes dans un contexte d'immersion côtoyant au quotidien des enseignants anglophones. Comment se passe cette cohabitation? Comment vous réussissez à gérer ces tensions ou ces éventuelles incompréhensions? Vous ne posez que de belles questions jusqu'ici. J'aime cette question. Merci beaucoup. Curieusement, je vous ai dit tantôt qu'au niveau des politiques éducatives et au niveau du conseil, qui est la structure qui gère l'enseignement immersion ou anglophone, par exemple, ils sont mécontents, ça c'est sûr, parce que nous, on a pris les élèves, on a plus d'élèves qui s'inscrivent en immersion que chez les anglophones. Mais pratiquement à l'école, avec nos collègues anglophones, c'est l'opposé. On a l'impression qu'on se sent plus respecté, qu'on se sent plus spécialiste, parce que nous, on a ce qu'ils n'ont pas. On est bilingue, on parle les deux langues. Eux, ils n'ont que leur anglais. Donc, ils nous donnent tout le respect. Le parent nous donne tout le respect. Le parent sait qu'on est spécialiste de cette langue-là. Alors, la cohabitation est très simple. On s'entend bien. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun respecte l'autre. On se soutient, n'est-ce pas? Et on s'accepte et on fait avec. Donc, par rapport à ce que j'ai même suivi de l'autre côté chez les francophones, moi, je trouve que chez nous, on est mieux respecté et on est mieux valorisé pour ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on n'est plus expérimenté, mais nous, on a ce qu'ils n'ont pas, qui est ce bilinguisme, n'est-ce pas? Qui fait quand même de nous des enseignants quand même différents des autres, quoi. Et en quelque chose de plus. Non, mais formidable d'apporter cette précision. Donc, ça montre plutôt que vous vous sentez plus épanoui. C'est peut-être au niveau des politiques générales, au sommet. Au sommet. Voilà, formidable. Donc, merci beaucoup, Madame Siewé, Karine, d'avoir participé à cette émission et nous sommes très reconnaissants pour toutes ces recettes, tous ces conseils, ces suggestions, remarques, observations
à l'endroit des nouveaux enseignants. Nous allons vous passer juste la parole. C'est devenu comme une tradition chez nous ici. Peut-être vous avez un dernier mot à dire avant que nous ne terminions cette émission. Ouais, j'aimerais juste dire à tous ceux qui veulent s'aventurer dans la profession enseignante en Ontario, vraiment venez, on a une forte communauté et on a une très belle réputation en tant que Camerounais, n'est-ce pas, dans le monde de l'enseignement. Donc venez, vous allez trouver votre place, c'est le plus beau métier du monde et quand on le fait avec passion, on aime et on influence la vie de ces enfants-là et à jamais vraiment, on laisse des traces dans toute leur vie. Donc vraiment, si vous aimez l'enseignement ou alors si vous êtes même si vous n'aimez pas et que vous êtes qualifié, ça veut dire que vous avez un diplôme universitaire. Venez essayer, vous pouvez aimer et on va vous soutenir, c'est sûr, la communauté, on est là, on est prêt, on vous attend. Donc, juste venez et connectez-vous et ça ne va pas être compliqué parce qu'on est là pour vous soutenir. Nous aussi, nous sommes passés par là. On sait les défis, on connaît les difficultés. On ne va pas vous laisser créer une roue que nous, on a déjà créée. Peut-être vous allez juste la tourner et trouver votre place sur le soleil. Donc, venez et inscrivez-vous et tout va aller bien. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant et un proverbe dit, l'appétit vient en mangeant. Donc même les personnes qui pourraient dire ne pas avoir la vocation peuvent se retrouver des experts en pédagogie, en enseignement dans l'avenir. Et surtout rencontrant des personnes disponibles comme vous l'êtes pour aider les nouvelles personnes, les nouveaux enseignants, je crois qu'ils réussiront. Donc, merci beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre temps et votre disponibilité. Nous remercions aussi nos téléspectateurs nombreux qui ont écouté cette émission. Nous sommes à votre service. Moi, c'est Richard Atim-Niraï-Nielade dans le cadre de l'émission pour préparer les futurs enseignants en Ontario. Cette émission est soutenue par l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive et aussi par les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Merci et puis restez scotchés et nous allons vous donner une autre émission aussitôt que possible, toujours avec la même joie. Merci et à la prochaine.